Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette troisième et dernière session du cycle de webinaires que Direction a souhaité vous offrir avec le cabinet Picard Avocat et le cabinet d'expertise comptable Orcom pour faire le point sur les compétences du CSE en matière économique et financière. Après la consultation du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise et après le recours à un expert en matière économique, l'expert comptable en matière économique, notre troisième rendez-vous est donc consacré au droit d'alerte du CSE en matière économique, avec différentes questions. Quels sont les acteurs de cette prérogative? Quelles sont les étapes de la procédure? En quoi consiste le recours à l'expert comptable dans cette situation? Cette présentation va permettre de clarifier le cadre juridique et de vous proposer quelques recommandations pour sécuriser vos pratiques. Pour répondre à vos questions, nous avons donc nos deux intervenants. Stéphane Picard, fondateur et associé gérant du cabinet Picard Avocat, qui est dédié aux organisations à but non lucratif de l'ESS, notamment dans le secteur social et médico-social, et qui intervient sur tous les volets du droit du travail. Il nous présentera notamment le cadre juridique. Et nous aurons également Rémi Prunier, expert comptable et commissaire aux comptes dans le secteur depuis une quinzaine d'années, et directeur du pôle social et médico-social du cabinet Orcom, qui abordera notamment les différentes étapes préoccupantes. Après leurs interventions, je me ferai le relais de vos questions, que vous pourrez poser dans l'onglet « Questions » justement, et non pas « Chat » sur la droite de votre écran, dans le panneau latéral à droite. Enfin, dès la fin de la session, vous pourrez accéder au replay. Vous retrouverez dans les prochains numéros de Direction, du magazine Direction, un ensemble de fiches pratiques détaillées sur le sujet. Voilà pour le cadre de ce rendez-vous. Nous pouvons commencer avec Stéphane Picard, qui va prendre la parole pour une vingtaine de minutes. C'est à vous, Stéphane. Merci. Oui, merci. Et donc, ravi de vous retrouver pour cette dernière séquence de notre triptyque webinaire sur l'expert comptable du CSE. Donc là, on est sur le sujet du droit d'alerte du CSE qui, on va le voir, va lui permettre, là encore, de faire appel à un expert comptable pour l'accompagner dans cette procédure particulière. Quelles sont les différentes étapes de ma présentation? On va d'abord partir sur qui est titulaire de cette prérogative, avec les discussions classiques comité social économique, comité d'établissement, comité central, voire éventuellement si on est sous une organisation UES, voire même groupe. Deuxième temps de l'intervention, quelles sont les différentes étapes du droit d'alerte économique, puisque c'est quelque chose de cadré par le Code du travail. Et on terminera sur les moyens du comité social économique dans le cadre de ce droit d'alerte, sachant que du côté de Rémi, on sera vraiment sur l'explication de qu'est-ce que l'on va entendre comme étant une situation préoccupante, puisque le droit d'alerte, eh bien, il est défini par le Code du travail, et la notion majeure, c'est celle d'une situation préoccupante dont souhaite obtenir des explications le CSE. C'est vraiment le cadre juridique fixé par le Code du travail, celle d'une situation préoccupante, c'est l'article L2312-63 du Code du travail. Donc on est sur un sujet qu'il ne faut surtout pas confondre avec le recours à l'expert dans le cadre de vos consultations annuelles obligatoires. Petit reminder, petit rappel, on en a toujours 3. C'est toujours sur les orientations stratégiques, sur la situation économique et notamment sur la politique sociale. On le sait, sur ces 3 consultations obligatoires, le CSE peut se faire assister par un expert. Et là, il y a effectivement un sujet, puisqu'on a d'un côté une consultation annuelle sur la situation économique, et aujourd'hui, on va parler non pas d'une consultation, mais de la possibilité pour le CSE, en dehors, et c'est surtout ça qu'il faut bien comprendre, en dehors de cette procédure, de cette consultation annuelle au titre de la situation économique, le CSE peut, avant, en même temps, après, déclencher ce qu'on appelle un droit d'alerte économique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chronologie particulière en lien notamment avec la consultation sur la situation économique. Généralement, on voit quand même que ce type de procédure s'inscrit concomitamment à cette consultation. Mais ça peut tout à fait être déconnecté, c'est-à-dire que vous pouvez avoir
un CSE qui tente d'obtenir des informations, et ce dispositif-là de droit d'alerte économique, nous, au cabinet, on l'apprécie vraiment comme étant une possibilité pour le CSE d'obtenir un maximum d'informations, informations dont il n'a potentiellement pas connaissance ou dont il n'aurait pas eu connaissance, y compris dans le cadre de la consultation annuelle au titre de la situation économique. Donc, ayez bien en tête qu'on est sur deux procédures différentes, deux cadres juridiques différents, ne surtout pas mélanger les deux, et le recours à l'expert dans le cadre d'une procédure de droit d'alerte ne va pas priver le CSE de recourir à un expert dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et vice-versa. Donc, premier point, qui est titulaire de ce droit d'alerte économique? Donc, c'est déjà une prérogative qui est réservée aux grands comités socio-économiques, c'est-à-dire pour des structures de plus de 50 salariés. Les petits CSE, c'est-à-dire moins de 50, ne sont pas investis de cette prérogative. Ça a été jugé notamment par la Cour de cassation en mars 2005. À mon sens, il n'y a pas de débat là-dessus, y compris pour les comités d'établissement. Donc pour celles et ceux qui sont présents aujourd'hui et qui sont sous une organisation complexe de type comité socio-économique d'établissement et comité social économique central, cette prérogative-là du droit d'alerte, elle est réservée au comité central. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir avoir un droit d'alerte économique qui serait diligenté par un comité d'établissement. Ça, c'est important, puisqu'on le verra tout à l'heure, en termes de contestation du recours au droit d'alerte et donc à l'expert, les facultés de contestation de l'employeur sont, un peu comme le recours à l'expert dans le cadre d'une consultation annuelle, sont très limitées. Là, en dehors du sujet de l'auteur de la désignation et du droit d'alerte, on va voir que vos prérogatives et vos marges de manœuvre sont très faibles. Donc, gardez en tête également, deuxième principe à conserver, le titulaire, c'est le comité social économique au sens entreprise. Ce n'est pas l'établissement. Si vous êtes sur une architecture complexe, c'est le comité central. Si vous êtes, ce qui est quand même assez fréquent dans le secteur, sous une architecture unité économique et sociale, c'est-à-dire que vous avez différentes associations qui partagent une unité économique, à savoir des organes de direction communes, une communauté d'intérêt en lien avec les conditions de travail, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle une UES, et l'UES peut avoir un comité de l'UES. Là, il n'y a pas de difficulté non plus, ce sera le comité de l'UES qui sera compétent pour déclencher le droit d'alerte économique. Donc les titulaires, c'est bien cadré, c'est soit le CSE, soit le CSE central. Dans l'hypothèse d'une UES, ce sera le CSE de l'UES. Concernant maintenant les étapes de la procédure, qui est vraiment la feuille de route par rapport à cette procédure. Donc, on peut dire qu'on a 4 étapes principales dans la mise en œuvre de ce droit d'alerte économique. La première de ces étapes, c'est ce qu'on appelle la demande d'explication. C'est-à-dire que le comité va alerter l'employeur sur une situation particulière ou sur une situation globale. C'est ce qu'on appelle la demande d'explication, et l'employeur va pouvoir y répondre dans le cadre d'une réunion normale ou extraordinaire de l'instance. Il n'y a pas de formalisme particulier par rapport à cette demande d'explication. C'est-à-dire que, et on a eu à le traiter encore récemment pour l'un des clients du cabinet, il n'y a pas le CSE doit formuler sa demande d'explication dans un délai de X jours pour permettre justement à l'employeur de préparer ses réponses. Alors évidemment, tout va dépendre de la qualité de votre dialogue social et de vos relations avec le CSE, puisque évidemment, si le CSE souhaite avoir des réponses pertinentes à l'occasion de la réunion de l'instance où justement les faits préoccupants vont être exposés à l'employeur, ils ont tout intérêt, et vous avez tout intérêt, à obtenir en amont de la réunion les préoccupations, les demandes du CSE. Puisque sinon, in fine, vous allez vous retrouver avec la détermination d'un ordre du jour. Vous le savez, l'ordre du jour, il est réalisé conjointement entre le président et le secrétaire du CSE. Et le secrétaire du CSE pourrait
vous remettre à cette occasion l'inscription d'un point à l'ordre du jour avec ces fameuses demandes d'explication. C'est-à-dire que vous aurez, vous, en tant qu'employeur et président de l'instance, un délai très court pour potentiellement répondre à une série de questions assez costauds. Le dernier droit d'alerte économique qu'on a eu à gérer au cabinet, les questions du CSE, elles tenaient sur 3 pages. Donc vous imaginez bien que si vous avez la communication de ces différentes questions qui formalisent la préoccupation ou les préoccupations du CSE quelques jours avant, vous allez être en grande difficulté à l'occasion de la réunion de l'instance pour fournir des réponses motivées pour, alors, en théorie, éteindre, entre guillemets, le droit d'alerte économique qui est déclenché par le CSE. Puisque donc, deuxième phase, je l'ai indiqué, la question est inscrite à l'ordre du jour d'une réunion mensuelle ou extraordinaire, et c'est à l'occasion de cette réunion que vous allez répondre aux interrogations, aux faits préoccupants qui vous sont soumis par le CSE, et c'est après l'examen de vos réponses que le CSE va soit arrêter la procédure, c'est-à-dire qu'il va considérer que les réponses que vous avez fournies sont satisfaisantes et que les faits préoccupants ne sont pas de nature à justifier la poursuite du droit d'alerte, ou, à l'inverse, le CSE va considérer que les réponses que vous avez fournies dans le cadre de cette réunion ne sont pas satisfaisantes, et donc, dans ce cas-là, le CSE va décider de poursuivre, de continuer son droit d'alerte et rédiger un rapport. Et c'est la troisième phase de cette procédure de droit d'alerte économique, c'est la rédaction d'un rapport par le CSE. Et c'est à l'occasion de ce rapport que le CSE va pouvoir se faire assister d'un expert comptable. Et donc c'est là où on retrouve cette articulation de l'expert comptable va être désigné par le CSE à l'occasion de la réunion où est exposées les réponses de l'employeur, et il va accompagner, c'est-à-dire qu'à la différence de ce que vous avez l'habitude certainement de lire, l'expert ne va pas rédiger lui-même le rapport, comme on peut en lire par les cabinets d'experts qu'on connaît. Là, le rôle de l'expert, il est d'accompagner le CSE dans la rédaction du rapport. Alors l'expert pourra formuler un avis, l'expert comptable pourra formuler un avis, mais ce n'est pas lui qui va rédiger le rapport comme vous pouvez en lire sur des centaines de pages lorsque l'on est sur le rapport dans le cadre des fameuses consultations sur la situation économique ou sur les orientations stratégiques. En termes de coût de cette expertise, vous vous souvenez, selon l'expertise, on a soit une prise en charge à 100% par l'employeur, soit on a une répartition du coût entre le CSE et l'employeur. Pour cette expertise-là, qui, je le répète, consiste à accompagner le CSE dans le cadre de la rédaction du rapport qui fait suite à la réunion du CSE où l'employeur n'a pas donné de réponse satisfaisante, la répartition du coût, elle est 80-20, c'est-à-dire 80% à charge de l'employeur, 20% à charge du CSE. Ce rapport du CSE, qui est donc la quatrième étape, il va devoir conclure à l'opportunité ou non de saisir les organes de gouvernance de l'association pour les alerter, eux, sur la situation de l'association. Donc, en gros, vous allez avoir un document qui va être rédigé en tout ou partie par l'expert comptable, quand bien même ce sera sous la forme d'un rapport rédigé par le CSE, où on va venir détailler, expliquer les faits, objets de la situation préoccupante. Et la conclusion de cette procédure-là, c'est ce fameux rapport qui peut prévoir la saisine de la gouvernance de l'association pour justement les alerter des faits préoccupants. Donc cette saisine de la gouvernance, elle répond également à un cadre juridique particulier, puisqu'elle devra faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, par exemple, d'un conseil d'administration, qui est globalement la forme habituelle qu'on peut retrouver dans les associations. Donc, ce point à l'ordre du jour doit être inscrit au moins 15 jours à l'avance. Là aussi, c'est fixé par le Code du travail, et c'est là où souvent on a une confusion auprès des directions générales, c'est on pense que ce délai de 15 jours-là, c'est celui qui est fixé pour le CSE afin de nous communiquer ces questions.
je vous le répète, le CSE, il n'y a aucun cadre pour venir vous alerter, vous communiquer ces fameux faits préoccupants. Le seul délai qui existe par rapport à cette notion de droit d'alerte économique, c'est ce délai de 15 jours, mais ce délai de 15 jours, il ne concerne que la dernière étape de la procédure, à savoir l'éventuelle saisine de l'organe de direction de l'association. Et donc, c'est là où on a un délai de 15 jours pour inscrire à l'avance ce point à l'ordre du jour. Donc, quels sont les moyens maintenant du comité dans le cadre de ce droit d'alerte économique? Je vais passer très vite sur ce sujet-là puisque je l'ai largement évoqué. Donc, on est bien d'accord qu'on a l'expert comptable. Je vous ai expliqué 80-20%. Une précision tout de même, parce que là, vous pourriez me poser la question, mais ça veut dire que potentiellement, je vais avoir 25 droits d'alerte économique par an et je vais avoir 25 financements au titre d'un expert. Non, c'est limité à une fois par an. Donc, ça veut dire que ce droit d'alerte-là est limité une fois par an au sens de la prise en charge des honoraires. C'est-à-dire que votre CSE pourrait en théorie faire 2, 3, 4, 5 droits d'alerte économique. Par contre, le Code du travail prévoit expressément que la prise en charge par l'employeur des honoraires de l'expert, dans ce cadre-là, est limitée à une fois par an. Autre point intéressant, le CSE peut être accompagné aussi par 2 salariés de l'association dans le cadre de la rédaction de ce fameux rapport. Donc on a la possibilité d'être accompagné par l'expert comptable. 2, il peut s'adjoindre 2 salariés de l'entreprise qui ne sont pas forcément des membres du CSE, évidemment, pour leurs compétences particulières, que ce soit en lien avec les faits préoccupants ou en lien avec des compétences purement budgétaires, économiques. Et troisième temps, sur lequel certainement Rémi va peut-être avoir plus de développement, le CSE peut également, dans le cadre de ce droit d'alerte économique, convoquer le commissaire aux comptes de l'association pour également avoir un échange avec lui. Donc vous l'avez compris, on a une procédure qui est bien cadrée par le Code du travail en matière de phases, donc je le répète, il y en a 4. Par contre, en termes de délai, le Code du travail est assez silencieux. Alors pourrait se poser la question, dans le cadre d'une négociation, soit avec le CSE, soit avec vos délégués syndicaux, d'essayer d'encadrer potentiellement ce recours au droit d'alerte économique, notamment en prévoyant des délais de transmission à l'employeur de ces fameuses questions matérialisant les faits préoccupants. Ça peut être quelque chose qui, à mon sens, peut totalement s'envisager. Sur le dernier point de mon intervention, toujours le même, l'éventuelle contestation de cette expertise, de ce recours au droit d'alerte économique. Sachez que la jurisprudence est assez constante sur le sujet. Vous ne pouvez pas, en tant qu'employeur, vous faire juge de la réalité des faits préoccupants qui sont portés à votre connaissance par le CSE. C'est-à-dire que, concrètement, si vos relations sociales sont dégradées, peu important les réponses, la qualité des réponses que vous allez formuler à la suite des faits préoccupants qui vous ont été communiqués par le CSE, concrètement, le CSE pourrait décider, alors moyennant évidemment délibération, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas tel ou tel membre du CSE qui peut individuellement déclencher ce droit d'alerte. On est toujours sur la notion de CSE, donc une instance collégiale, et donc pour avancer sur les différentes phases que j'ai évoquées, il y a évidemment nécessité d'avoir une délibération qui, vous le savez, est prise à la majorité des membres disposant d'une voix délibérative du CSE. Donc, contestation relativement compliquée, puisque vous ne pouvez pas vous faire juge de l'opportunité de ce droit d'alerte économique. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste, in fine, en termes de contestation? On a la contestation parce que c'est la mauvaise instance qui aurait déclenché le droit d'alerte, ce que je vous ai expliqué en introduction, à savoir c'est soit le CSE central, mais ce n'est pas un comité d'établissement. Après, on est sur les questions classiques de contestation d'expertise et on va parler de quoi? On va évidemment parler argent, on va évidemment parler budget. On est sur le même cadre juridique que les contestations classiques d'expertise, à savoir que vous allez disposer d'un délai de 10 jours pour contester la lettre de mission qui vous sera adressée par l'expert comptable, et non si tant est que le CSE décide de faire recours à
expert comptable. Donc, vous aurez 10 jours pour contester le coût prévisionnel de l'expertise en référé, en procédure accélérée au fond. Donc, ça se passe devant le tribunal judiciaire. Et vous aurez, à l'issue de la mission, la possibilité de contester le coût définitif de la mission, mais là encore, en termes de contestation de principe du recours et du droit d'alerte économique, vos marges de manœuvre sont excessivement faibles, d'où la nécessité d'avoir des informations précises qui sont remises au CSE, tant dans le cadre de cet éventuel droit d'alerte que dans le cadre de la consultation sur la situation économique de l'association, puisque là encore, le CSE pourra faire appel à un expert comptable. Et je le répète, ce n'est pas parce que vous avez eu une expertise au titre de la situation économique ou des orientations stratégiques que vous pourrez contester par principe le droit d'alerte et le recours à un expert comptable dans le cadre de cette procédure. Donc voilà pour ces éléments de cadrage. Je vais laisser la parole à Rémi sur cette notion de fait préoccupant qui fonde le recours par le CSE à ce droit d'alerte. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation très claire et très détaillée effectivement sur ce droit d'alerte. Je le reprécise bien, hein, ce droit d'alerte économique du CSE. Alors avant effectivement de détailler les situations préoccupantes que l'on pourrait rencontrer, peut-être une petite expérience aussi de terrain. Ce droit d'alerte économique du CSE, on ne le rencontre pas énormément quand même, hein. Il est utilisé, effectivement, on le voit avec Stéphane. C'est pas le droit d'alerte qu'on a non plus l'habitude de voir, notamment dans les associations gestionnaires. Déjà parce que c'est pas évident pour les élus sur cette identification de faits de nature à affecter de manière préoccupante, hein, on l'a bien dit, sur la situation économique. C'est pas évident parce que si le CSE se précipite et en informe trop tôt, on pourrait presque lui reprocher finalement d'agir à tort. S'il le fait trop tard, effectivement, on pourrait aussi lui reprocher de réduire les chances de remédier à cette situation. Et c'est vrai que le mot droit d'alerte économique, effectivement, on le rencontre pas forcément de manière évidente. D'ailleurs, il faut aussi savoir une chose, c'est que lorsque le CSE, Stéphane, vous a bien décrit toutes les différentes procédures, mais lorsque le CSE a des questionnements sur certains points qu'il juge préoccupants sur le plan comptable, financier ou même économique, il va pas forcément, il n'est pas tenu en tout cas de manière expresse, il n'est pas tenu de faire valoir à l'employeur que ces faits qu'il invoque lors d'une réunion est de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique d'un établissement ou de l'association. Mais le simple fait de demander des explications ou une série de questions posées dans le cadre d'une réunion sur une situation bien donnée et sur une situation économique peut quelquefois constituer cette première étape, sans que le CSE ait bien formalisé, je le répète, expressément que ce sont des faits de nature affectée de manière préoccupante. Donc, il faut être vigilant sur ce point-là. Les élus, le CSE, puisque Stéphane l'a bien dit, ça relève bien du CSE central. Lorsqu'il y a des CSE d'établissement, c'est vraiment le pouvoir du CSE, ça relève bien du pouvoir du CSE central. Il ne va pas forcément employer le mot situation préoccupante. Voilà. Ça, c'est important de bien l'avoir en tête. Avant de démarrer ça, ce droit d'alerte économique, il fait penser, et je suis obligé quand même de le comparer, à un autre droit d'alerte qui porte presque le même nom, vous avez sans doute entendu parler, qui est le devoir d'alerte, la procédure d'alerte du commissaire aux comptes. C'est assez proche, et pourtant c'est quand même complètement différent.
il faut savoir que toute entité en France qui a un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes a plusieurs missions, plusieurs missions légales, et dans le cadre de ces missions, il a ce qu'on appelle la mission de la procédure d'alerte. Cette procédure d'alerte, le commissaire aux comptes la déclenche au moment où il juge, où il relève un fait de nature à compromettre la continuité d'exploitation de l'entité. Et donc, il y a plusieurs étapes, en fonction notamment de l'entité juridique à laquelle il va s'adresser. La première étape, c'est un courrier par lettre recommandée au président. Et après, si on continue dans les étapes, il va à un moment donné solliciter le conseil d'administration et d'ailleurs tenir informé le CSE. Mais le commissaire aux comptes intervient lorsqu'il juge la menace de la continuité d'exploitation de manière globale, c'est-à-dire au niveau de l'entité. Si on est dans le cadre d'une association gestionnaire d'établissements et services sociaux et médico-sociaux, par exemple, la menace se fait au niveau consolidé, au niveau global. C'est pas parce qu'on peut avoir un ou plusieurs établissements en difficulté sur le plan économique que le commissaire aux comptes va lever sa procédure d'alerte, lui, il va le juger de manière globale. Et à un moment donné, il va tenir informer le CSE, mais le CSE n'est pas du tout acteur de cette procédure, si vous voulez. Alors que le droit d'alerte économique du CSE, c'est différent. Lui, il peut être activé dès lors où il y a effectivement une situation préoccupante, mais pas forcément sur l'activité globale. Ça peut être une activité préoccupante, et on l'a vu d'ailleurs plusieurs fois, des fois sur des activités marginales, accessoires. Mais qui sont préoccupantes et on va le voir sur plusieurs situations. Donc, c'est quand même une grande différence entre la procédure d'alerte du commissaire aux comptes et ce droit d'alerte économique du CSE. Et effectivement, ça nous arrive de voir, on a des fois des CSE qui des fois pourraient j'allais dire activer ce droit d'alerte économique et qu'ils ne le font pas parce qu'ils sont un peu passifs, parce qu'ils n'osent pas. Et puis des fois, on a des CSE qui activent ce droit d'alerte économique des fois sans raison objective, un petit peu chaque année. Et effectivement, on a dans toutes ces étapes que vous avez décrites, Stéphane, effectivement un droit d'alerte économique qui va s'éteindre assez rapidement. Je pense qu'il faut vraiment bien l'avoir en tête. Le droit d'alerte économique, il ne se déclenche pas que sur la base d'un événement ou d'un fait isolé. Hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, généralement, c'est plutôt l'enchaînement, la conjonction de plusieurs événements, de plusieurs phénomènes qui va finir justement par engendrer cette situation économique préoccupante. Alors, dans quel cas on pourrait avoir une situation économique préoccupante? Je dirais qu'il faut distinguer deux grands aspects. On a les aspects, j'allais dire, purement comptables et financiers. Il faut que ce soit des aspects, j'allais dire, qui soient objectifs, formels. Le CSE ne peut pas vous dire la situation est économique et préoccupante, pardon. Non, il faut qu'il puisse, j'allais dire, être précis dans ses informations objectives. Et d'ailleurs, il devra être encore plus précis au moment où il va poser des questions pour que, effectivement, derrière, l'employeur puisse donner des réponses précises également. Donc, effectivement, on va avoir des indicateurs purement comptables et financiers. Alors, une situation préoccupante, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des retards de paiement de fournisseurs, par exemple. Si on s'aperçoit qu'à un moment donné, un établissement, une association constate des retards de plus en plus importants et n'arrive pas à payer ses fournisseurs, on est typiquement dans le cas d'une situation préoccupante. Le non-paiement des cotisations sociales, des retards de paiement dans les salaires. Hein. Donc, vous voyez, on a une approche trésorerie très importante. Tout ce qui est lié au retard de paiement va être effectivement un signe qu'il peut y avoir quelque chose qui ne va pas. Et donc, une situation dite préoccupante. Alors, il peut y avoir tout un tas de réponses et de contextes, bien évidemment. Des clients qui ne payent pas.
des difficultés de recouvrement de créances ou une insolvabilité d'un client, peut-être signe quand même d'une situation économique bien évidemment préoccupante. Évidemment, sur le plan comptable, sans grande surprise, effectivement, tout simplement les résultats comptables. Hein. Vous savez qu'à la fin de chaque année, chaque établissement va produire ses comptes, les associations également. Et donc, effectivement, des résultats comptables négatifs, récurrents, est un signe assez fort d'une situation préoccupante. Des fonds propres négatifs. Ça, c'est quelque chose, hein, on a le compte de résultats chaque année, on l'avait bien expliqué, qui donne effectivement le film un petit peu de cette année et la différence entre les ressources, donc les produits et les charges. Si on a un déséquilibre et donc un résultat déficitaire, c'est un signe, mais on a également le bilan. Le bilan, c'est la photographie du patrimoine de l'établissement qui va aussi donner des indices. Hein. L'actif, c'est ce que possède cet établissement et cette association. Et le passif, c'est comment je le finance. Et donc, si on a au passif des fonds propres qui est censé traduire la bonne santé financière quand même de l'entité, si on a des fonds propres dits négatifs, effectivement, là, on est vraiment sur un signe préoccupant. Donc ça, c'est un indice quand même très fort. La trésorerie est très importante, c'est-à-dire que on a l'approche résultat avec les résultats négatifs, avec les fonds propres négatifs, mais on a également l'approche trésorerie. Et donc la trésorerie en face va être un indicateur très important également. Si on est à découvert bancaire, même si on l'explique, c'est aussi un signe préoccupant parce que si on a découvert bancaire, théoriquement, on ne sait pas comment on va pouvoir payer nos salaires, nos fournisseurs, nos charges sociales et autres. Voilà, donc ça, ce sont des indices très importants. Autre indice également, ça peut être des budgets prévisionnels déséquilibrés. Hein, on appelle ça un déficit structurel. Et c'est là toute la différence, d'ailleurs, avec le commissaire aux comptes, hein, qui, lui, va raisonner au global de manière consolidée au niveau de l'association employeur. Par contre, effectivement, si une association gestionnaire d'une dizaine d'établissements globalement est en très bonne santé financière, mais qu'un établissement présente des budgets complètement déséquilibrés puisqu'elle n'arrive pas à financer ses charges, souvent elle le subit hein, de par un financeur ou une sous-activité, effectivement, c'est un signe préoccupant au niveau de l'établissement et c'est effectivement un argument pour que les élus puissent effectivement solliciter ce droit d'alerte économique. Donc ça, ce sont des signes préoccupants. Mais là, je parle beaucoup d'indicateurs comptables et financiers. C'est pas que ça aussi, le droit d'alerte économique. Le côté préoccupant peut également être, j'allais dire, amené par d'autres indices. Des indices sur des baisses d'activité, des baisses de rentabilité. Je pense que si l'année 2020 nous a bien appris quelque chose avec ce contexte sanitaire, c'est que même si d'une manière générale, hein, le secteur social, médico-social et sanitaire est très riche mais en termes d'activité, mais on l'a vu que sur l'activité commerciale, par exemple des ESAT, hein, sur le budget annexe commercial, beaucoup d'ESAT ont souffert. Parce que il y a eu des fermetures, parce qu'ils sont des fois dépendants d'un client principal. Si un ESAT est dépendant d'un client principal ou une activité commerciale est dépendant d'un seul client et que ce client-là est en difficulté, effectivement, c'est un élément préoccupant qui peut nécessiter l'activation de ce droit d'alerte économique. Donc ça, c'est important. Les chutes des investissements, des fois, quand on voit que en termes de politique d'investissement, tout d'un coup, on n'investit plus du tout, on respecte pas forcément le plan pluriannuel d'investissement et de financement qui était prévu, formalisé ou pas d'ailleurs, ça peut être signe aussi d'une préoccupation, un gonflement important et durable, qui plus est des fois des stocks, hein. Je refais référence aux ESAT, mais quelquefois, effectivement, quand on voit dans une activité commerciale que les stocks augmentent, continuent à augmenter, et effectivement, ça peut être un signe aussi préoccupant de savoir effectivement de la valeur de ces stocks, comment on va pouvoir effectivement les gérer derrière. On a fait 2 autres présentations avant, et souvenez-vous, dans le cadre de la présentation
de la situation économique, hein, on avait recommandé effectivement de constituer une BDES solide qui à la fois va indiquer des éléments comptables et financiers sur l'activité, sur les fonds propres, sur l'endettement, sur la masse salariale, à la fois de façon rétrospective, c'est-à-dire sur les derniers exercices, et puis prospective, effectivement, sur l'activité à venir. Donc, si cette BDES est bien complétée et mise à disposition du CSE, le CSE a matière à juger tout de suite en se comparant avec le passé et avec l'avenir sur tous ces ratios, tous ces items, s'il y a des faits préoccupants sur cette situation économique. Donc, effectivement, on le voit bien, ça peut être également, pour terminer, des charges de travail faibles, où on a du mal à occuper les salariés, on a pu le voir, ou alors du recours à répétition sur du chômage partiel, sur une augmentation très forte de la sous-traitance ou des choses comme ça. On voit qu'on n'est pas que sur des éléments purement comptables et financiers, mais ça peut être d'autres indices sur lesquels l'employeur peut très facilement répondre du reste, mais qui peuvent motiver ce droit d'alerte économique du CSE. Attention quand même, j'avais dit tout à l'heure, un fait isolé ne déclenche pas, ne doit pas déclencher normalement forcément une situation préoccupante. Je pense par exemple à un projet de fusion ou de réorganisation, de restructuration juridique. On a déjà vu des CSE lever tout de suite, activer tout de suite ce droit d'alerte économique parce qu'il y avait un projet de fusion en cours. Non, hein, le projet de fusion ne constitue pas forcément ce déclenchement du droit d'alerte économique, mais en tout cas, l'employeur pourra assez facilement y répondre pourquoi, hein, que ce soit un projet de fusion-absorption, de fusion-création ou d'apport partiel d'actifs avec un autre établissement. Ce seul événement-là ne doit pas suffire à déclencher. Il faut vraiment des éléments objectifs qui permettent de montrer qu'à un moment donné, il y a de quoi s'inquiéter. Et un projet de restructuration n'est pas un fait qui montre qu'on a de manière à s'inquiéter, sauf si, avec tous les ratios que j'ai et indices que j'ai présentés avant, effectivement, il pourrait y avoir un côté préoccupant. Et c'est vrai que le Code du travail n'est pas plus concret que ça, hein, sur ces indices préoccupants. Donc, ça va se jouer effectivement sur toutes ces informations-là. Peut-être pour terminer, Stéphane vous a bien présenté effectivement le recours possible à un moment donné dans les étapes par le CSE à l'expert comptable. On voit concrètement, et la nouveauté, c'est quand même la prise en charge des 80% quand même par l'employeur, ce qui n'est pas rien. Mais on voit concrètement qu'on a quelques experts comptables qui sont devenus spécialisés dans ces accompagnements du CSE. On a été, nous, des fois, en tant que commissaire aux comptes, assez surpris de voir le budget d'honoraires que proposent certains experts comptables. Donc, la recommandation, et ça, c'est quand même très important, et il faut bien mettre en concurrence, hein, je l'ai déjà indiqué, mais peu importe le motif, il faut que le CSE, s'il veut faire recours à un expert comptable, puisse mettre en concurrence cet expert comptable, il faut lui demander la preuve de cette mise en concurrence, puisque effectivement cet expert comptable va avoir quand même accès aux mêmes informations, notamment que le commissaire aux comptes. Alors les mêmes informations, mais autour des événements dits préoccupants quand même, hein. C'est-à-dire que le périmètre de l'expert comptable dans ce droit d'alerte économique doit se situer quand même au cours et uniquement de ces événements préoccupants. Et vous l'avez compris, Stéphane l'a bien dit, dans ces différentes étapes, l'employeur va répondre en transmettant, et là j'insiste, des documents confidentiels. Et donc, des documents confidentiels, ça veut dire que le CSE et les personnes impliquées ont ce devoir de confidentialité, cette obligation de discrétion comme on l'appelle, et donc il est même recommandé d'ailleurs quelquefois au sein du CSE des fois de rédiger 2 PV, c'est-à-dire un PV évidemment pour le CSE avec tous ces éléments confidentiels qui doit rester, et en même temps le CSE à un moment donné va avoir un devoir de communication vis-à-vis des salariés. Il n'a pas à révéler tous les éléments
confidentiel de par cette obligation de discrétion. Et donc ça, c'est important quand même de bien le rappeler, cette obligation de discrétion par rapport à cette intervention. Voilà, je vois que mon temps va être imparti et il est important de laisser un petit temps aux questions et aux réponses. Merci en tout cas. Et puis si vous avez des questions avec Stéphane, Anne bien sûr, on est à votre disposition. Merci à vous. Merci beaucoup Rémi pour ces éclairages. Merci Stéphane pour l'entrée en matière qui l'a précédé. Je vois qu'on a une question dans l'onglet questions qui porte justement sur la preuve de la mise en concurrence dont vous venez de parler Rémi. Donc la question est très simple, c'est pouvons-nous exiger une preuve de cette mise en concurrence? On pourrait la compléter en demandant quel type de preuve peut être exigée. Donc, je ne sais pas, Rémi, peut-être vous pouvez commencer à répondre et si Stéphane veut apporter des précisions par la suite, bien sûr. Alors, je vais commencer à y répondre. Je laisserai Stéphane, je pense, compléter. Demander, c'est sûr que oui. Vous pouvez demander une preuve de cette mise en concurrence. Exiger, je n'en suis pas sûr. C'est là où je laisserai peut-être Stéphane répondre sur l'obligation en fait de mise en concurrence. Mais en tout cas, pour moi, il faut la demander et il faut l'écrire, il faut laisser une trace écrite sur cette preuve de mise en concurrence. Les seules, à mon niveau, les seules obligations en termes de mise en concurrence des achats se situent plutôt au niveau de l'employeur, au niveau de l'association, en fonction de certains seuils. Où on a des obligations en matière de mise en concurrence. Après, les documents à demander sont assez simples en fait. Hein. C'est de savoir s'il y a un cahier des charges qui a été rédigé et s'il y a eu une analyse de la sélection de cet expert comptable et la formalisation derrière d'une lettre de mission et surtout une formalisation du choix en fait de cet expert comptable. Je ne suis pas certain que vous pouvez par contre l'exiger, mais je vais laisser Stéphane peut-être compléter. Oui, merci Rémi. Alors effectivement, moi, de mon point de vue, on ne peut pas imposer, on ne peut pas exiger. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation légale qui viendrait justifier que le CSE mette en concurrence différents experts comptables. C'est-à-dire que ce serait clairement une bonne pratique. Maintenant, et je pense qu'on en avait déjà un peu discuté la dernière fois, selon, entre guillemets, la composition de votre CSE, s'il est plutôt CGT, CFDT, FO, etc., on aura potentiellement tel ou tel expert. Mais une mise en concurrence, elle se fait plus dans le cadre de la délibération prise par le CSE, en lien avec les majorités présentes au sein du CSE, au sens organisation syndicale, mais pour répondre à votre question, très clairement, pouvons-nous exiger une preuve de cette mise en concurrence? Pour moi, la réponse est clairement non, dès l'instant qu'à mon sens, il n'y a aucune obligation pour le CSE de faire jouer justement cette concurrence. Par contre, que l'on soit, je le répète, sur une bonne pratique, la réponse est oui. Maintenant, dans la réalité de la situation, si votre CSE il est à 90% composé par des membres de la CGT ou de la CFDT ou de FO, il n'y aura pas de mise en concurrence et ce sera l'expert comptable qui est, entre guillemets, affilié ou avec lequel il y a, on va dire, une accointance particulière avec cette organisation syndicale. Je voulais rebondir aussi sur un point par rapport à la présentation de Rémi pour donner un exemple concret d'articulation de ce droit d'alerte économique. Dans le secteur, certes, on a des financements, mais par moment, on a quand même des financements qui sont plus pérennes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des dispositifs qui sont mis en œuvre pour une durée déterminée, ou vous pouvez avoir à un moment donné la perte de financement sur tel ou tel établissement. Et c'est à ce moment-là qu'on pourrait avoir, en lien avec une procédure de réorganisation, c'est-à-dire une réorganisation qui ne veut pas forcément dire des licenciements pour motif économique, mais une réorganisation qui pourrait consister à venir dire j'ai tel établissement, je n'ai plus le financement sur cet établissement, ou en tout cas j'en ai beaucoup moins, je vais me réorganiser. La réorganisation, elle consiste en quoi? Elle consiste par exemple à faire des mobilités de salariés de cet établissement qui va fermer vers un autre
établissement, bah là, si votre CSE est bien conseillé, et ils le sont quand même de plus en plus, ils vont, entre guillemets, vous noyer sous des expertises. Et ils pourraient notamment déclencher un droit d'alerte économique pour récupérer des pièces qui permettraient, le cas échéant, aux salariés qui feraient demain l'objet d'une rupture de leur contrat de travail, une pièce importante, c'est-à-dire un rapport du CSE en lien avec un expert comptable venant potentiellement expliquer que l'employeur n'a pas mis en œuvre toutes les mesures qu'il aurait pu faire et que cette fermeture d'établissement programmé aurait pu être évitée. Et donc, on est vraiment dans une logique d'articulation de cette procédure-là avec généralement d'autres procédures. Ça vient, nous vraiment, quand on le voit, cette procédure-là, elle vient s'insérer à un moment donné dans une procédure de réorganisation avec ou sans motif économique pour essayer déjà d'étendre les délais au maximum, éventuellement de reporter les délais dont dispose le CSE pour rendre son avis, venir s'articuler avec une autre expertise, puisque dans le cadre d'un PSE, vous le savez aussi, le CSE peut faire appel à un expert. Bref, c'est pas uniquement, mais Rémi l'a dit, c'est pas uniquement par le prisme, on va dire, purement budgétaire. On peut aussi avoir ce droit d'alerte économique qui vient s'inscrire dans une logique, on va dire, de réorganisation. Et les organisations syndicales, c'est ce que j'ai indiqué au début, par le biais de ce droit d'alerte, peuvent récupérer des informations que l'employeur potentiellement n'aurait pas données spontanément. Donc nous, on a ce droit d'alerte dans les hypothèses où on est dans une situation globale de réorganisation où le CSE veut récupérer le maximum d'infos pour justement préparer ce qui va suivre, potentiellement des plans de licenciement ou une réorganisation. Donc voilà, il n'y a pas uniquement l'aspect comptable, on a aussi un petit aspect droit d'alerte sur le volet droit social. Voilà pour cette précision. Merci beaucoup Stéphane. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Alors vous avez quelques secondes. Si l'un de nos participants à ce webinaire a encore une question, c'est le moment pour la poser. Sinon, nous pourrons conclure plus tôt. Mais oui, Rémi? Oui, peut-être. Non, mais le temps qui est peut-être une ou deux dernières questions, effectivement, vraiment pour rejoindre complètement ce qu'a dit Stéphane, ce droit d'alerte économique, nous, en tant qu'experts comptables ou commissaires aux comptes, on le voit vraiment dans des entités souvent d'ailleurs qui sont en très bonne santé financière, mais pour lesquelles vraiment il y a des questions ou des signes inquiétants en matière d'emploi, et c'est vraiment ça en fait qu'il faut retenir. Et c'est vrai que souvent c'est lié à des opérations de restructuration, de rapprochement, de fusion, etc. C'est vraiment là où en fait il y a des questions qui se posent et que ce droit d'alerte économique il est j'allais dire activé. Voilà. Ça, c'était vraiment pour compléter et rejoindre ce que dit Stéphane. En tout cas, nous, on l'a toujours vu dans ces sujets-là, parce que généralement, sur des questions purement comptables et financières, souvent, les questions sont simplement posées. Il y a des réponses en face sur certains points. Il y a rarement, effectivement, de droit d'alerte économique. Il pourrait y en avoir, mais ce n'est pas la majorité. Hein. C'est souvent des risques en matière d'emploi sur des opérations de restructuration. C'est en tout cas là, on a l'habitude plus de les voir, effectivement. Très bien. Bon, écoutez, je pense que vous avez été très clair et très complet, puisque nous n'avons pas d'autres questions posées par les participants. On peut éventuellement, du coup, il va être temps de conclure cette conférence en ligne. On peut l'abréger de manière très légèrement. De toute façon, on arrivait au terme du temps qui nous était imparti dans quelques minutes. Donc, merci beaucoup Stéphane Picard et Rémi Prunier pour vos interventions et ces explications qui ont été tout à fait éclairantes et complémentaires et donc visiblement très complètes. Merci à tous les participants d'avoir suivi ce webinaire. Comme je le disais tout à l'heure, vous pourrez accéder au replay dès la fin de la session, ou sinon vous recevrez le lien dans les jours qui viennent. N'hésitez pas non plus à retrouver tous les articles et les conseils sur le sujet et sur beaucoup d'autres dans le magazine Direction et sur le site internet du magazine Direction. Encore merci de votre attention à toutes et à tous. Et puis je vous souhaite tout simplement une très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir.